Je crois qu'on pourrait rendre l'éducation spectaculaire. On pourrait utiliser aujourd'hui les moyens modernes des sciences, des systèmes médiatiques ou des mises en scène cinématographiques ou des mises en scène scéniques dans des grandes salles pour produire du savoir spectaculaire. Je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont attirés par des contenus en ligne qui produisent de la philosophie, des mathématiques, de l'histoire. Il y a des jeunes qui préparent leurs examens avec ce type de contenu en ligne et on pourrait tout à fait faire des propositions innovantes d'enseignement spectaculaire. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Alors que notre modernité s'est construite depuis les Lumières sur une forte confiance en la science et l'enthousiasme pour le progrès qu'elle permet, notre siècle vit une rupture marquée entre la science et les technologies d'une part et la société d'autre part. C'est à travers la science, l'approche rationaliste elle-même qui semble aujourd'hui contestée. Quelle est la réalité de cette rupture et ses risques? Quelles sont ses causes profondes? Comment y remédier? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Yannick Bardy. Yannick Bardy, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Yannick, vous êtes docteur en sciences de gestion et ingénieur en santé, spécialiste en sûreté sanitaire. Vous êtes enseignant et chercheur à l'université de Montpellier. Vous enseignez également à l'école de management Léonard de Vinci. Vous vous présentez comme un entrepreneur institutionnel au sein de la fondation Intelligence in Life, dont vous êtes le président fondateur. Puis j'ajouterai cette actualité, puisqu'il y a quelques semaines, vous avez accepté d'être le directeur de notre observatoire Sciences et Société. Je suis ravi de l'annoncer officiellement et je vous en remercie et vous en félicite à la fois. C'est un observatoire qui nous tient à cœur, puisque chez Sapiens, ces relations entre sciences et société sont l'une de nos préoccupations fil rouge, évidemment, depuis toujours. Alors je commencerai par une question toute simple, une question qui vient naturellement. Pourquoi vous avez accepté justement cette responsabilité? Qu'est-ce que vous en attendez diriger l'Observatoire Sciences et Sociétés de l'Institut Sapiens? Alors pour moi, ça me constitue évidemment la poursuite du projet Intelligence in Life qui démarre dans la santé et au travers duquel je me suis rendu compte que la question sociétale de la santé va plus loin que simplement les sciences médicales et évidemment s'adresse à un plus large public et doit se doter d'une influence politique pour arriver à ses fins, c'est-à-dire littéralement pour un développement clinique durable des solutions de santé. Et j'en profite pour vous remercier pour l'honneur que vous me faites de me proposer cette direction de l'Observatoire Sciences et Sociétés. J'en suis très honoré, mais je suis surtout très engagé parce que je suis tout à fait conscient qu'ensemble nous avons des politiques publiques à préparer pour les dirigeants, les législateurs, à penser et que c'est un travail certainement de longue haleine, tant effectivement le décalage que vous évoquez me semble important entre la société ou les sociétés et les sciences. On peut oser le pluriel pour peut-être voir la complexité du sujet. Justement, j'évoquais cette fracture entre les deux. Quel est votre regard sur ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a une augmentation objective? Est-ce que c'est un effet d'optique? Aujourd'hui, notre éloignement vis-à-vis de la science et puis des technologies, de façon d'ailleurs plus générale, des applications des sciences, notre connaissance aussi de la science, est-ce qu'elle est vraiment en déclin? Est-ce que c'est pas finalement, comme souvent, une sorte de vision pessimiste d'un déclin qui aurait forcément lieu, qui ferait que ma bonne dame, ce ne serait pas comme autrefois sur notre relation à la science? Qu'est-ce qu'on peut objectiver dans cette évolution, si vous voulez? Dans l'actualité, ce qui est frappant, me semble-t-il, c'est le retour du logos religieux. On parle beaucoup de religion, des religions au sens large, donc l'approche dogmatique semble être au devant de la scène alors qu'on pensait que les Lumières avaient fait triompher la raison. Visiblement, c'était pas si simple. D'autre part, je pense que la science, depuis le début du XXe siècle, en particulier avec les grandes théories de la relativité et de la mécanique quantique, s'est éloignée naturellement du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire du monde sensible dans lequel vivent les êtres humains. Et pour penser ces éléments scientifiques, ces théories, il faut s'abstraire du réel. Et donc ça demande un effort important qui n'est pas immédiat. Et probablement que là, il y a une question d'éducation à la science qu'il faudrait revoir. Donc la science s'est complexifiée au XXe siècle. Elle n'est pas, entre guillemets, pour tout public. Effectivement, le public s'en éloigne aussi pour ces raisons-là. Alors je crois que
comme le disait d'ailleurs le président de l'Université de Montpellier, Philippe Auger, il faut que l'université revienne dans la cité et que la cité puisse entrer dans l'université pour réconcilier les deux. Complexité du monde, domination peut-être de l'émotion sur la raison, peut-être recul de forme d'éducation. Est-ce qu'on a déjà fait un bon tour de la liste sur les différentes causes? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut identifier? Bon, je pense que vous savez beaucoup mieux que moi que nous vivons en réalité dans une technocratie. Les décisions politiques sont mues par des intrants scientifiques, ou en tout cas des intrants raisonnables. Mais que par ailleurs, paradoxalement, nous vivons dans une démocratie d'opinion. Donc l'élection se fait sur l'opinion et le sentiment, parfois victimaire, alors que la décision, elle, se fonde sur des éléments rationnels qui parfois se font à l'insu du grand public, dont on pense, à tort selon moi, qu'il ne pourrait pas comprendre ces éléments. Alors je crois que Covid a bien montré tout ça. On a mélangé des opinions, des croyances et de la science. Malheureusement, on a mis aussi la dispute scientifique dans une sorte d'extimité au devant de la scène, à un public qui n'était pas préparé à comprendre pourquoi la dispute existe. C'est évidemment, la science se forge dans la dispute, mais cette dispute se fait entre gens initiés à la science et pas au grand public. Et donc ça crée une confusion. Et en effet, comme vous le dites, je crois qu'il est nécessaire de rééduquer à la science. Et les tendances montrent que par rapport aux défis climatiques, par rapport aux défis énergétiques, certains jeunes se réintéressent à la science pour trouver des solutions. L'une des choses troublantes dans les discours auxquels on assiste souvent, c'est que c'est moins une méconnaissance de la science parfois qu'une remise en cause de la science en tant que telle, de la validité épistémologique des connaissances scientifiques par opposition à d'autres connaissances qui seraient d'ailleurs plutôt peut-être le sensible, l'impression immédiate, l'expérience personnelle, le point de vue individuel. Et que la science, finalement, serait produite par des gens qui auraient intérêt à nous dissimuler des choses et que la science serait partie prenante d'un lobby étatique, par exemple. Dénonciation d'une soumission de la science, évidemment, à des intérêts cachés, bien sûr, inavouables. Ce que Michel Foucault appelait l'épistémé, c'est-à-dire ce lien intime entre un moment historique, un moment politique et un moment scientifique. Donc le logos, le discours sur la science ou la véridiction scientifique est marqué par son époque. Et donc évidemment, comme vous l'avez dit, comme l'époque est à l'émotion, au sentiment parfois victimaire, eh bien la science est en recul parce que le discours parfois est empêché, parce que évidemment il va dire des choses qui ne sont pas exactement ce que les gens veulent entendre, ou qui ne va pas dans le sens de l'opinion. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'adopter une perspective différente sur les rapports entre science et technique pour faciliter peut-être le retour ou la fin du déclin en fait de notre relation ensuite? Oui, je pense qu'il y a un exemple européen qui le montre, c'est l'Allemagne qui montre qu'on peut à la fois avoir une approche très technique du travail et à la fois remettre l'ingénieur au cœur du sujet, que ce soit dans les entreprises ou à l'université, refaire un constructivisme ingénierique dans la société, partir du bas, de la praxis, comme le disait Simone Veil, le fait que le travail lui-même produit des connaissances et qu'ensuite on monte à la théorie par ce biais-là. C'est peut-être une façon de reprendre la main sur un certain nombre de métiers et proposer des formations par la formation professionnelle, etc. et remonter vers le bagage scientifique et ne pas avoir de dichotomie entre les mondes scientifiques et les autres. La science doit irriguer la société pour que la société finalement produise elle-même des connaissances valables. Vous parliez de pragmatisme, la pensée de Simone Veil, on en parlait avant de tourner, sur l'importance du travail manuel dans la vie philosophique et la quête scientifique, vous paraît être quelque chose qu'il faudrait mettre plus en avant, par exemple. Oui, je le crois. Alors, elle n'est pas très connue, c'est Simone Veil, c'est une sorte d'homonyme de la grande responsable politique, évidemment, qu'on connaît, mais c'est bien la philosophe dont il est question. Oui, la philosophe d'avant-guerre, qui a voulu se mêler à la condition ouvrière pour parfaire son travail philosophique. Alors, de façon contemporaine, il y a l'ouvrage de Matthew Crawford que vous avez cité, je crois, dans La tyrannie du divertissement, L'éloge du carburateur, qui lui remet au goût du jour ce pragmatisme intellectuel, car lui, qui a fait des grandes études littéraires, je crois, et pas que, a redécouvert sa passion pour les motos anciennes, et finalement, il a découvert que lorsqu'il bricolait un carburateur, il se retrouvait dans un état méditatif, donc un état philosophique. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'opposition
entre un matérialisme important et le fait de philosopher ou de repenser l'objet de façon créative et scientifique pour l'améliorer, par exemple. Ce qui veut dire que quand on condamne la science justement parce qu'elle serait trop théorique, c'est peut-être parce qu'on a mal présenté la science, on l'a mal présentée dans le rapport de la théorie à la pratique en fait. Alors, on serait coupable. Ouais. Le coupable c'est toujours l'enseignant, c'est peut-être pas l'élève, c'est ça ? C'est ça. Alors, bon, l'enseignant et l'élève font un pas de deux. Normalement, lorsque ça fonctionne, c'est que le rapprochement est réciproque. Alors, sur la théorie, je suppose que vous l'avez noté, théorie est devenue une insulte. Hein, c'est-à-dire que quand on dit « Ah oui, mais ça c'est théorique. Ah oui, mais ce que vous dites est théorique. » Donc on disqualifie un certain type de discours en disant c'est théorique, sans savoir finalement ce que veut dire la théorie, hein, qui a la même racine d'ailleurs que théos, théologie, c'est-à-dire le fonctionnement du monde en réalité, hein, comment fonctionne le monde. La théorie, c'est la contemplation, la théoria en grec, hein, si je ne me trompe pas. Hein, aussi, ça, hein. Oui, c'est ça, c'est la contemplation du monde et la tentative de compréhension du monde. Et surtout, ce qui je crois est important dans la société, c'est que la théorie produit des prédicats. C'est-à-dire elle permet de savoir ce qui va se passer dans le futur proche. Elle prévoit les réalisations possibles. Et puis, elle a cet autre intérêt, c'est qu'elle incorpore des milliers d'expériences humaines et finalement, elle nous évite de faire des erreurs pour apprendre. Donc, si on applique la théorie, on bénéficie de tout l'apprentissage du passé. Il faut peut-être réexpliquer ce qu'est la théorie et ce qu'elle n'est pas. Si je me fais l'avocat du diable, la capacité de prédiction, alors évidemment d'une science humaine telle que, ou science sociale en tout cas, telle que l'économie, elle est en fait finalement assez faible. La difficulté de la science aujourd'hui, peut-être qui fonde l'éloignement d'une partie de la société vis-à-vis d'elle, c'est justement qu'elle ne paraît plus capable de prédire, de donner un chemin. Elle a l'impression plutôt de créer une forme de monde chaotique. Est-ce que justement ça ne participe pas de cet éloignement? Ça ne crée pas cette fracture? Alors j'ai vécu cette dualité, je viens de la biologie santé, donc je viens des sciences un peu dures, qui expliquent le monde tel qu'il est, donc les sciences naturelles, et évidemment je suis allé vers les sciences de l'artificiel, celles que vous évoquez, donc la science des constructions humaines. Effectivement, ces sciences de l'artificiel semblent nous éloigner de la réalité concrète, là encore. Mais je crois qu'elles sont constructivistes, c'est-à-dire, dites-moi ce que vous voulez comme société, et je vous dirai comment la construire au travers d'une théorie artificielle. Il y a quelque chose aussi de performatif dans les sciences de l'artificiel et dans l'économie. On sait bien que l'économie peut être observée, mais elle peut être aussi influencée par un certain nombre de messages, de signaux sur la population ou le marché. Quels sont les piliers de la méthode scientifique, si on devait les résumer, et ceux finalement qui sont aujourd'hui contestés, sapés de plein de façons différentes? Bon, je dirais au centre la raison, c'est-à-dire faire reculer le sentiment premier pour faire avancer un discours raisonnable, c'est-à-dire un discours qui est partageable par ceux qui sont d'accord pour utiliser les mêmes codes et qui vont découvrir de façon parfois parallèle les mêmes choses sans s'être concertés. C'est ça, hein, la science. C'est le scepticisme organisé au travers d'un discours raisonnable. Je crois que ça demande deux choses qui aujourd'hui sont raréfiées par ce que vous appelez la tyrannie du divertissement dans mon dernier ouvrage. C'est l'austérité et la rigueur. C'est-à-dire un comportement quasi monacal, qui aujourd'hui est pratiquement impossible. Si on sort dans la rue, on ne pourra pas méditer très facilement dans un Paris bouillonnant ou dans un déferlement médiatique. Donc il y a cette agitation brownienne de la société contemporaine qui, je crois, nous éloigne de cette rigueur et de cette austérité de la pensée nécessaire à l'émergence des connaissances valables. Et là, je reprends ces idées de Cal Newport dans son ouvrage Deep Work, le travail en profondeur, où ce chercheur américain lui-même s'isole pendant 6 mois de toute distraction pour produire articles, ouvrages, cours, etc. Et pour finalement s'extraire du monde. Alors les anciens diraient, on s'éloigne de la ville, là où on n'entend plus les chiens aboyer, pour pouvoir produire une connaissance valable et finalement intemporelle. Ce que vous décrivez est assez décourageant, parce que d'abord, la raison contre l'émotion, c'est-à-dire en fait qui peut faire collectif contre le point de vue individuel, on va
profondément contre notre époque. Et puis, pire encore, rigueur et austérité, là encore, voilà deux choses qui sont très très compliquées, comme vous venez de le montrer, à faire passer, à vivre même d'ailleurs, même si on le veut, dans le monde d'aujourd'hui. Donc une des vraies causes, c'est que notre monde, dans sa façon dont elle fonctionne, s'éloigne très profondément des conditions de production, peut-être de la vie, n'est-ce pas, austère et rigoureuse du scientifique. Et puis, il faut reconnaître que vous aurez du mal à attirer des jeunes, en tout cas beaucoup de jeunes, avec une promesse telle que austérité et rigueur, non ? J'en conviens. Alors, probablement qu'il va falloir reludifier la science. Oui. Moi-même, quand il faut gamifier la science. Il faut gamifier la science. Ouais. Moi-même, quand j'étais jeune, j'étais fasciné par les présentations de Michel Chevalet, qui rendait tout ça extrêmement ludique et très stimulant. Et effectivement, je crois qu'on pourrait rendre l'éducation spectaculaire. On pourrait utiliser aujourd'hui les moyens modernes des sciences, des systèmes médiatiques ou des mises en scène cinématographiques ou des mises en scène scéniques dans des grandes salles pour produire du savoir spectaculaire. Je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont attirés par des contenus en ligne qui produisent de la philosophie, des mathématiques, de l'histoire. Il y a des jeunes qui préparent leurs examens avec ce type de contenu en ligne et on pourrait tout à fait faire des propositions innovante d'enseignement spectaculaire, sachant qu'il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit nouveau, il faut qu'on le fasse ensemble, en groupe. C'est intéressant parce que finalement là, on parlait tout à l'heure de raison contre d'émotion, mais vous dites qu'il faut remettre un peu d'émotion, on pourrait même dire il faut faire rêver un petit peu. Et alors vous écoutant, je pensais au parallèle intéressant avec la contre-réforme et le Concile de Trente. L'idée que pour contester un calvinisme et un luthéranisme extrêmement rigoureux et d'ailleurs assez austère, le grand choix stratégique, peut-être assez génial en fait, de l'Église catholique à l'époque, ça a été de miser justement sur les stucs, le marbre, en mettre plein les yeux et les oreilles, parce que finalement c'était ce côté spectaculaire qui pouvait marcher beaucoup mieux que la raison. Alors je distinguerais l'émotion et l'essence. Et en cela je m'appuierai sur l'ouvrage d'Helvétius, L'oublié des Lumières, de l'esprit. Donc un ouvrage sensualiste qui parle de l'esprit. Donc l'émotion, c'est certains artefacts construits de façon tripale par un spectacle ou une information. Les sens, le sensualisme, les sens sont la connexion que nous avons avec le monde. Donc en revanche, on peut tout à fait utiliser les sens à bon escient pour produire des connaissances et pour interroger nos sens sur ce qu'ils perçoivent du monde et comment on peut réinterpréter ces messages en considérant qu'effectivement nos sens sont imparfaits, par exemple. Et par-delà l'imperfection des sens et leur complémentarité, on peut produire de nouveaux savoirs. Donc, je n'oppose pas complètement le sensualisme et la production d'un savoir. En revanche, l'émotion médiatique quotidienne, hebdomadaire que nous vivons n'est pas propice à l'émergence d'un savoir référencé. Ça, c'est évident. On a parlé des médias, on a parlé de l'éducation. Qu'est-ce qu'on peut dire du monde politique dans sa responsabilité avec la relation délicate entre science et société? Je voudrais parler, dans ce contexte-là, de progrès et d'innovation, en reprenant ce que Étienne Klein a très bien expliqué récemment, la différence qu'il y a entre progrès et innovation. Donc, les politiques publiques, y compris européennes, au travers des projets Horizon, encouragent l'innovation. Ouais. Alors, l'innovation, elle se produit de façon incrémentale, parfois hasardeuse, itérative, un peu à la manière de la méthode agile. Donc, elle n'a pas de direction a priori. Elle est produite parfois par sérendipité, donc c'est-à-dire par hasard, un hasard heureux qu'on peut constater. Voilà. Or, c'est différent de la notion de progrès. La notion de progrès, c'est une décision politique qu'on a pu observer pendant les 30 Glorieuses avec un État qui était un État dirigé par des ingénieurs et qui ont décidé des grands programmes d'équipement français d'après-guerre, le nucléaire, le spatial, le ferroviaire, bref, tout ce qu'on connaît, tout sur quoi on vit aujourd'hui encore, qui étaient des véritables programmes de progrès de type colbertiste avec une orientation très précise, des objectifs temporels, une planification. On parlait d'ailleurs du plan. Et donc la science s'inscrivait dans une matrice qui était orientée. Alors ce n'est plus le cas, alors je ne veux pas être nostalgique, mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à se redonner quelques buts stratégiques pour produire une science qui permet le progrès dans la société, et pas simplement des moyens de production, mais aussi du bien-être, la santé étant l'état de bien-être, comment on peut produire des états de bien-être et comment on peut rendre une population
productive sans avoir un certain nombre de pathologies qu'on constate aujourd'hui. Oui, ce que vous montrez, c'est que le foisonnement des innovations auxquelles on assiste aujourd'hui, qui est réel, à partir du moment où il n'est pas utilisé, organisé, peut-être orienté par le politique, finalement, il devient une source de chaos et plutôt donc une source de peur, d'éloignement, plutôt qu'une source d'adhésion, en fait, c'est ça. Je le pense, et alors ça a un effet assez pervers, c'est que ça décrédibilise les institutions légitimes au profit peut-être de nouvelles institutions globalisées. Et je pense aux GAFAM en vous parlant de cela, c'est-à-dire ceux qui détiennent aujourd'hui les moyens de cette médiatisation, les moyens de cette distraction, de ce divertissement que vous évoquez dans l'ouvrage. C'est-à-dire des néo-institutions qui ont suffisamment de moyens pour devenir des pêcheurs d'hommes à leur tour, et finalement décrédibiliser les institutions légitimes. Donc je crois que la nature ayant horreur du vide, les institutions légitimes seraient bien inspirées de reprendre la main sur ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire donner des orientations stratégiques à 50 ans pour un pays, au moins 50 ans. Alors c'est là peut-être qu'on est dans une sorte de cercle vicieux, puisque si les politiques ont du mal à donner une vision stratégique, c'est peut-être qu'eux-mêmes sont mal formés et sont éloignés profondément de la science, par leur formation, peut-être par leur centre d'intérêt. On en revient quand même quelque part au problème déclencheur de l'éducation. Certes, alors là, nous n'allons pas nous faire que des amis, mais on peut dire... On a l'habitude. On a l'habitude. Mais on pourrait dire que si on formait des dirigeants ingénieurs et issus de la technique, dans la première moitié du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, nous sommes aujourd'hui gouvernés par des ingénieurs administratifs. Donc évidemment, qui n'ont pas les mêmes buts, qui n'ont pas les mêmes indicateurs clés de succès, visiblement, qui sont des gestionnaires. Je dirige des entreprises, ce n'est pas mon comptable qui préside à ma politique, c'est moi. C'est ma stratégie qui s'impose. Le comptable compte. Donc je ne suis pas certain que de mettre des comptables à la tête d'un gouvernement soit la meilleure solution pour avoir des stratégies à 50 ans. Si encore on comptait si bien que ça, mais c'est pas tout à fait certain. C'est ce que dit la Cour des comptes. Vous êtes proche évidemment de nombreux étudiants, de jeunes. Est-ce qu'on peut espérer que la relation soit peut-être meilleure dans les générations montantes? On a plutôt l'impression pour l'instant que malheureusement les filières scientifiques sont à l'image des résultats évidemment qui sont plutôt mal orientés, qui vont dans un mauvais sens. Est-ce qu'il faut désespérer alors je ne désespère pas, car comme vous, j'ai la chance d'enseigner, et des étudiants me rassurent. Je pense dernièrement à une étudiante en pharmacie que j'ai accompagnée dans sa thèse d'exercice sur l'Alzheimer, qui fait une véritable somme sur l'Alzheimer, véritable contour du sujet, assez pessimiste d'ailleurs sur la capacité même de faire de la recherche sur ces sujets aujourd'hui, qui est un travail extrêmement intéressant et fouillé. Je pense également à une autre étudiante en pharmacie qui vient d'obtenir la double diplomation, pharmacienne et avocate de droit pharmaceutique. Donc il y a des jeunes qui s'intéressent à ces matières, qui nous lisent, car si je fais référence à celle qui a passé la thèse de droit, qui nous lisent, et qui sont aussi dans la transmission finalement, qui s'inscrivent dans une transmission intellectuelle, et ces étudiants me rassurent. Et je sais qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire des élites. Alors le mot évidemment n'est pas politiquement correct, mais il faut en parler. Je crois qu'il ne faut pas beaucoup d'élites pour relancer un pays, mais il en faut des volontaristes. Et donc je crois qu'il y en a. Je suis d'un naturel optimiste, et certains étudiants alimentent mon optimisme. Alors, puisqu'on parle du rôle de l'éducation, évidemment, et très souvent c'est à ça qu'on revient, j'aimerais qu'on retourne à cette question de la bonne marche et du bon équilibre à trouver dans notre système éducatif, qu'on a souvent décrié comme étant beaucoup trop théorique et pas assez pratique. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui, bien sûr j'ai une idée de la réponse, mais à articuler le pied dans la pratique et le pied dans la théorie, y compris peut-être pour les enseignants, vous disiez faire porter, l'université aille vers la société, que la société aille vers l'université. Comment on pourrait faire évoluer les choses justement pour que on puisse marcher sur nos deux pieds, et puis pour que ces deux moments puissent se compléter et alterner? Écoutez, je prends l'exemple du smartphone. Nous avons tous des smartphones, et ce sont des objets d'un usage quotidien et même frénétique. Ce sont des objets d'une complexité abyssale, qui contiennent des environnements électroniques, qui intègrent même la relativité générale. C'est-à-dire que le GPS qui est dans notre téléphone ne pourrait pas fonctionner sans la relativité générale. Donc nous avons dans les mains un objet qui compile la science des 500 dernières années. On n'y comprend rien.
Et pourtant, on utilise ça tous les jours. Donc, je prends cet objet, je l'ai pris dans l'article que je vous ai proposé, parce que il montre qu'on peut à la fois être très à l'aise avec l'objet dans son usage. Un enfant de 5 ans est capable d'utiliser cet objet, alors que très peu d'adultes et même très peu de scientifiques sont capables de comprendre comment ça fonctionne. Donc il n'y a pas d'opposition, c'est simplement, encore une fois, une profondeur d'analyse et une profondeur de la curiosité qu'on a vis-à-vis du monde qui nous entoure et des objets qu'on utilise quotidiennement. Voilà, donc je pense que... alors évidemment, c'est plus difficile d'accéder aujourd'hui au fonctionnement d'un smartphone quand on est jeune et quand on s'éduque qu'il ne l'était de faire un montage électrique comme je pouvais le faire moi-même quand j'étais jeune, évidemment. C'est beaucoup plus complexe. Mais donc c'est une incitation à la complexité. Alors, on n'a pas parlé de la complexité. Hein. Est-ce que la complexité est populaire aujourd'hui? Est-ce qu'on a bien compris ce que c'était? Edgar Morin en parle très bien, à Montpellier régulièrement d'ailleurs. Est-ce qu'on a bien compris ce que c'était que le complexe et le compliqué? Parce que on entend souvent cette double acception. Les deux étant différents. Alors justement, rappelez-nous la différence. Alors, c'est compliqué, je dirais, c'est le constat que je fais quand je comprends pas quelque chose. Ouais. Oh, c'est compliqué. Alors que la complexité, c'est l'impossibilité d'expliquer un phénomène en séparant ses parties. Donc un phénomène complexe, c'est un phénomène dont on ne peut pas détricoter les fils si on veut le comprendre. Dès qu'on commence à le détricoter et qu'on veut le simplexifier, ben, il n'est plus complexe, donc il n'est plus compréhensible. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qui est intéressant de montrer aux étudiants, qu'on peut accéder à une certaine complexité et que c'est un exercice qui correspond à une gymnastique intellectuelle, en vérité. Hein. C'est-à-dire être capable d'appréhender une réalité multimodale et d'appréhender aussi ce qu'on appelle la dialogie, c'est-à-dire deux propositions qui paraissent apparemment contradictoires et qui en réalité sont complémentaires. Alors je prenais aussi l'exemple du virion et du virus, parce que pendant Covid, j'ai hésité à casser ma télé plusieurs fois, tant la confusion dans les termes introduisait une confusion dans l'objet. Un virus, c'est un cycle, c'est un concept. Ce n'est pas une entité matérielle, le virus. C'est un concept amatériel. C'est-à-dire que le virus a cela d'intéressant qu'il nous renvoie aux confins de la vie qu'on pourrait considérer comme une théorie de l'information. Ce qui est manifeste dans le cycle du virus, c'est la permanence de l'information et l'impermanence de la matière qui le constitue. Car il va utiliser évidemment la matière de l'hôte pour se répliquer. Ce qu'on appelle le virion, en revanche, ce qu'on a vu sur tous les écrans de BFM TV et d'autres chaînes, c'est le moment où il a une existence matérielle mais quasiment minérale. Il n'est pas vivant. C'est un morceau d'ADN ou d'ARN qui est compris dans une capside, c'est-à-dire dans une structure, un sucre si vous voulez, et qui est d'une échelle nanométrique, c'est-à-dire qui est soumis à des lois proches de la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'un virus peut être à la fois ici et là, au même moment, puisqu'il a à la fois une réalité matérielle et ondulatoire. Et là, j'ai perdu tout le monde, évidemment. Donc ça nécessiterait au moins 2 heures pour expliquer la différence entre un virus et un virion, et de montrer comment le virion a une existence quantique. Et si on ne croit pas, on se demanderait pourquoi les masques en polypropylène se périmaient au bout de 7 ans. Parce qu'ils perdent les propriétés électrostatiques qui empêchent au virion d'entrer. Parce que l'effet de tamis ne suffirait pas, dans la mesure où les mailles du masque sont plus grandes que le virion. Ce qui arrête le virion à l'entrée d'un masque, ce sont des forces électromagnétiques. C'est terrible ce que vous dites, puisqu'on comprend bien que la réalité, enfin la réalité scientifique, si vous voulez, celle que je viens de décrire, est extrêmement complexe. Et très souvent, elle est en fait très éloignée de notre expérience sensible individuelle. Par exemple, le fait que la Terre soit ronde, le fait qu'il y ait un lien, n'est-ce pas, entre temps et espace, que la relativité. Donc ces choses-là sont assez inacceptables à une époque justement où chacun, l'individualisme, incite à revenir à sa vision individuelle. Et puis l'autre tension qui existe, c'est celle entre la simplicité extraordinaire d'usage de ces technologies, je sais pas, les réseaux sociaux, Instagram, pour des enfants de quelques années, ils peuvent l'utiliser, et puis les mécanismes et les technologies, et puis les connaissances scientifiques, a fortiori, qui sous-tendent
En fait, c'est chose extrêmement simple. Et donc, ce décalage entre, autrefois, votre bicyclette, vous pouviez la réparer, même les vieilles voitures, vous pouviez arriver à comprendre comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, il faut être un spécialiste d'informatique extraordinaire. Ça nourrit cet éloignement, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est un peu tragique ce que vous racontez. C'est qu'on comprend bien que cet éloignement, il va être de plus en plus grand. Cette tension, elle va être de plus en plus grande. Puisque vous évoquez le tragique, j'irai jusqu'au tragique nietzschéen. C'est-à-dire, effectivement, vous décrivez des sortes d'individus tout-puissants dans leur volonté de puissance de comprendre ce qu'ils ne peuvent pas savoir en réalité. Alors que, effectivement, la science nous propose un voyage, comme vous l'avez dit, la science d'aujourd'hui permet de faire un voyage immobile. C'est-à-dire, essayer simplement de comprendre ce que c'est qu'un virus ou un virion, ou ce que serait la relativité, ou ce que serait le fonctionnement d'un réseau en paquet sur Internet, par exemple, hein, un protocole TCP/IP qu'on utilise tous les jours. D'essayer de comprendre ces réalités est en soi-même un voyage. Je prends le terme de voyageur immobile cher à Fernando Pessoa. On peut voyager intellectuellement dans des réalités qui sont très éloignées de la nôtre. C'est un voyage qui coûte pas cher, c'est un voyage qu'on peut faire assis, et qu'on peut faire toute sa vie, parce qu'évidemment, plus on voyage dans ces réalités, plus on a envie de le faire. Et avec un ami pharmacien, on partage ces réflexions alors sur une science qui n'est pas la nôtre, qui est l'astrophysique, parce qu'elle nous permet de voyager très très loin de ce qu'on croit savoir. Vous voyez, c'est des réalités qui échappent à l'entendement, et finalement, quand on est scientifique, c'est cela qu'on recherche. C'est cette griserie du voyage vers l'inconnu ou vers l'impensable. Éloignement du soi, modestie, austérité, rigueur, acceptation des contradictions contre le principe justement de non-contradiction. On voit bien que tout ça, c'est des valeurs qui sont non seulement pas à la mode, mais qui sont même des anti-valeurs absolues aujourd'hui. On est dans l'exact contraire. Tout ce que vous décrivez, ça montre vraiment l'ampleur de la tâche pour arriver à réconcilier science et société. Ça, c'est déprimant. Je me demande si j'ai bien fait d'accepter la mission, parce qu'effectivement, j'avais sous-estimé l'œuvre. C'est-à-dire qu'il faudrait retrouver les vertus cardinales, en fait, hein. Parce que ce que vous évoquez comme des gros mots d'aujourd'hui... Justice, prudence, tempérance, j'en oublie une. Humilité, je crois, c'est ça, oui, qui est à la fois une justice et une fidélité, comme le disait Comte Sponville dans son traité. C'est-à-dire, à la fois je suis fidèle à moi-même et je dois être juste avec moi-même. Donc c'est une double vertu, l'humilité. Et puis c'est aussi cet ancrage, humus, avec la réalité concrète. Donc effectivement, aujourd'hui, ces mots sont devenus des gros mots, hein, alors qu'il y a 2500 ans, on appelait ça des vertus. Donc oui, on a fait un chemin. Moi, j'ai le sentiment, alors, en cela, je partage l'opinion de feu Axel Kahn, qui disait dans Raisonnable et humain que finalement, ces vertus antiques, ou ces pensées antiques ne sont pas démodées, alors que la dernière publication en économie ou en sciences pharmaceutiques sera périmée au bout de 5 ans. Mais tout ce qu'on vient d'évoquer n'est pas péremptible et est certainement le terreau de notre civilisation, vous ne croyez-vous pas ? Absolument, c'est ce qui est fascinant dans la morale, en tout cas l'histoire des mœurs, au sens des mœurs, c'est qu'il y a toujours un balancier entre des vertus qui deviennent finalement des défauts et peut-être des défauts qui deviennent des vertus. En tout cas, ça me donne l'occasion de poser la dernière question traditionnelle de nos Sapiens Sapiens, c'est l'histoire des vocations. C'est comment on en vient à s'intéresser à ces sujets, comment on devient à la fois passionnant pour la science de gestion et puis pour la sûreté sanitaire. Alors, c'est intéressant comme question parce que justement, je l'utilise avec certains de mes étudiants en leur disant je ne pouvais pas choisir mon métier, il n'existait pas. Et mon métier a été inventé par Claude Hurier en France, hein, c'est la recherche clinique avec la loi Hurier-Cyrus-Clair. Et donc, je ne pouvais pas choisir mon métier, il n'existait pas. En revanche, j'avais la passion pour la biologie, je voulais un métier de voyage, et je voulais être utile. Là, on fait œuvre d'utilité, je l'espère en tout cas. Il y avait VRP aussi, mais oui. En instrument biologique peut-être. Donc j'avais ces trois tendances, en fait, ces trois polarités, et qui m'ont amené à faire le métier qui a existé plus tard, et Claude Hurier devenant mon préfacier il y a une dizaine d'années sur mon ouvrage sur les essais cliniques. Donc voilà, c'est le message que j'ai envie de délivrer aux jeunes. Ne soyez pas trop téléologiques, ne soyez pas trop conséquentialistes, soyez déontologue avec vous-même, croyez en vos valeurs, ayez une éthique, tout simplement, et faites ce que vous devez faire. Faites votre travail d'homme, de sapiens. Yannick Cubardi, merci beaucoup. Je vois qu'on a tous beaucoup de pain sur la planche. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup.